Monsieur Dugourd, bonjour. Bonjour. Alors l'UMP pourrait changer de nom pour devenir les Républicains. Un nouvel affichage permettra-t-il de faire oublier Big Malion ou encore le rapprochement avec Patrick Buisson? Écoutez, je crois que notre mouvement est en refondation, en réforme, en mouvement, et c'est franchement nécessaire. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, il faut pas les cacher. Il y a eu des problèmes de personnes, il y a eu des problèmes de gestion du mouvement, c'est incontestable, comme d'autres mouvements l'ont connu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire sur la forme, mais sur le fond. Alors sur la forme, c'est bien de changer de nom, mais ça ne suffit pas. C'est aussi toute la gouvernance de ce rassemblement large que nous voulons créer. Et puis surtout, ce qui est indispensable, c'est le travail sur le fond. C'est le travail sur le projet. C'est les propositions pour l'alternance. Alors, on y travaille. Je veux dire, rien. Enfin, il y a du boulot de fait. Il faut maintenant le présenter aux Français. Il faut qu'autour de ce nouveau mouvement, qui portera un nouveau nom, eh bien, nous puissions faire des propositions très claires, très précises pour une nouvelle alternance, parce que notre pays en a vraiment besoin, vu l'état dans lequel le gouvernement socialiste le conduit. Alors, changer de nom au moment où l'abstention va certainement battre tous les records pour le plus grand bonheur de l'extrême droite, est-ce que c'est réellement bien sérieux ? Alors, le changement de nom déjà interviendra d'ici quelques semaines. Je crois qu'il faut surtout faire prendre conscience aux Français de l'enjeu de ces élections départementales des 22 et 29 mars. C'est ce que notre mouvement, et il est l'un des seuls, c'est ce que notre mouvement fait, c'est-à-dire que nous nous concentrons sur les compétences du Conseil général et sur ce qui est en cause à travers l'action sociale en particulier, à travers les collèges, à travers les routes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors si je vous dis EPI, est-ce que ça vous dit quelque chose ? EPI ? C'est l'enseignement pratique interdisciplinaire, ça fait partie en fait des grandes lignes de la réforme du collège qui a été présentée la semaine dernière. Alors parmi ces mesures justement on trouve l'EPI qui permet de dégager 20% de l'emploi du temps pour se consacrer à un projet spécifique propre à l'établissement. Que pensez-vous tout d'abord de ce projet ? Moi, je pense que l'école, et le collège en particulier, doit s'attacher déjà aux enseignements fondamentaux. Ça me semble la priorité et on le voit bien à travers les problèmes qu'on peut connaître au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Il y a un certain nombre d'enseignements fondamentaux qui ne sont pas forcément très bien assurés aujourd'hui au collège. Donc concentrons-nous déjà sur ces enseignements fondamentaux et puis après on pourra développer des activités annexes. Mais je crois qu'il y a du travail à faire dans ce sens-là. Vous savez que le département a la responsabilité des collèges, mais malheureusement, il n'a la compétence aujourd'hui que sur les aspects matériels, c'est-à-dire les investissements et le fonctionnement. Moi, je réclame, je prône, je promeux le fait que le département, le Conseil général, puisse s'intéresser également à la pédagogie en lien avec l'éducation nationale, parce que je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire aussi en lien avec les besoins du terrain, avec les besoins des régions, avec les besoins des départements. Et une collaboration, notamment entre le monde économique et le monde de l'enseignement, doit être développée parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement faible, en particulier dans les collèges. Ça commence doucement et dans les lycées également. Alors, ces EPI, c'est donc de dégager 20% de l'emploi du temps pour un projet propre, spécifique à l'établissement. Est-ce que ça risque pas de confirmer une concurrence entre établissements ? Oh, je ne pense pas que ce soit vraiment... Vous savez, il y a déjà eu des collaborations qui existent entre les collèges. Après, tout dépend comment c'est mis en œuvre. Il y a le rectorat qui, j'imagine, doit être le garant de cette bonne cohérence. Alors toujours sur les collèges, cette semaine, c'est la langue française qui est mise en avant. Selon l'INSEE, chez les 18-65 ans, 7% seraient illettrés. Comment le conseil départemental pourra-t-il lutter contre cette réalité ? C'est ce que je vous évoquais, c'est-à-dire que c'est le fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes concentrés que sur les aspects matériels des établissements. Moi, je souhaite vraiment que l'on puisse aller au-delà et en collaboration avec les équipes pédagogiques, en collaboration avec le rectorat, que nous puissions travailler sur la pédagogie. Parce que c'est extrêmement frustrant de ne s'occuper que du matériel. Nous essayons néanmoins, à travers nos actions périphériques dans les collèges, nous avons développé des programmes culturels, des programmes sportifs, des programmes éducatifs, mais également l'introduction des nouvelles technologies
dans les collèges. Hein. Le département de la Côte-d'Or est l'un des départements qui est pionnier dans ce domaine. Nous essayons d'apporter toutes les armes, tous les outils pour assurer une qualité de l'enseignement en Côte-d'Or. Je souhaite qu'on aille au-delà et qu'on puisse travailler en lien avec les équipes pédagogiques sur l'enseignement et sur la progression, notamment de tout ce qui est orthographe. Dans les établissements scolaires, il y a du travail encore à faire. Alors, anciennement, le conseil général, bientôt le conseil départemental, devrait encore garder la compétence des collèges, Oui. mais aussi celle des transports scolaires notamment. Et ça tombe bien, le conseil général a annoncé que le coût des transports scolaires a augmenté de presque 800 000 € l'an passé. Alors, le conseil général explique que c'est à cause de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Or, tout le long de la mise en place de cette réforme, le conseil général n'a cessé d'expliquer qu'il ne pouvait ni modifier les circuits de bus, ni les horaires. Alors, comment le coût du transport peut-il augmenter alors que, en fait, la réforme n'a pas changé l'organisation ? Alors attendez, ce qui est certain, c'est que alors, sur le plan des collèges, il y a un premier point de la réforme, parce que le gouvernement essaie de tout changer dans ce domaine. On a évoqué le transfert des collèges aux régions. Finalement, le gouvernement, sur ce sujet comme sur d'autres, est revenu en arrière. Nous, a priori, nous conservons la responsabilité des collèges, mais je voudrais vous dire un point sur ce dossier. Ce qui me paraît aberrant, c'est qu'aujourd'hui, les collèges et les lycées soient gérés par deux collectivités différentes. Et ça répond notamment à votre question en matière de transport. Aujourd'hui, c'est complètement aberrant. Moi, je suis responsable et délégué du Conseil général au collège Montchapet. C'est une cité scolaire qui comprend à la fois un collège et un lycée. Dans le même bâtiment, on accueille des classes de collège, des classes de lycée. Ça veut dire qu'il y a un escalier qui dépend du Conseil général et un escalier qui dépend de la région. Sur les problématiques de transport, c'est la même chose. Le gouvernement décide d'un certain nombre de réformes, et c'est le cas des rythmes scolaires, sans consulter les départements, qui, à la fin, effectivement, trinquent, puisqu'il y a des impacts sur un certain nombre de transports, de circuits, qui peuvent être modifiés, parce que nous avons été touchés également par les problématiques de TVA. L'augmentation de la TVA sur les transports scolaires. En réalité, le gouvernement engage toute une série de réformes sans consultation des collectivités locales, et à la fin, ce sont les collectivités qui payent, et derrière ça, le contribuable local. C'est ça qui est en cause. Alors, je vais reposer ma question. Le Conseil général, tout le long, s'est buté à ne pas vouloir changer ni les circuits, ni les horaires pour des problèmes d'organisation qu'on pouvait comprendre ou non. Pourtant, un an après, vous expliquez, le Conseil général, que cette réforme des rythmes scolaires sur le transport a coûté 800 000 € en plus. Je veux bien comprendre qu'il y a une partie TVA, mais comment cette augmentation a pu se produire sans qu'il y ait de changement ? Il y a eu des modifications de certains circuits, c'est ce qui explique. Pas tous, mais il y a Pas eu partout. Il y a eu certaines modifications de circuits, c'est ce qui explique les 800 000 €. Alors, on va passer à une question sur vous, question un peu plus personnelle. Comment vous allez réussir à allier vos fonctions d'élu territorial et votre entreprise d'intelligence économique qui s'appelle Accès Public, expliquant au secteur privé où trouver de l'argent public ? Mon activité est une activité de formation. Donc, je travaille pour un certain nombre de partenaires privés, donc par exemple la SNCF, qui a besoin de mieux travailler, de mieux connaître le monde des collectivités territoriales. Je le fais depuis un certain nombre d'années, depuis 4 ans maintenant. Ça fonctionne très bien. Et puis aujourd'hui, je le fais en compatibilité avec mon mandat de conseiller général. L'objectif, c'est de rapprocher ce monde privé et ce monde public qui est amené à travailler ensemble. La SNCF, tous les jours, ils ont besoin de travailler avec les élus. Simplement, l'objectif, c'est de mieux comprendre comment fonctionnent les collectivités territoriales, et c'est pas simple, et comment fonctionne également ce monde des élus, identifier les bons élus, comment leur parler, comment mieux les connaître pour mieux travailler ensemble. C'est ça mon métier. Et il n'y a pas un conflit d'intérêts pour qu'un élu explique à des entreprises privées ou parapubliques où trouver de l'argent public ? Est-ce que ce rôle doit être tenu par un élu ? C'est pas le problème de trouver de l'argent public. C'est pas du tout ce que je fais. Non, le problème, c'est comment travailler ensemble. C'est comment connaître la collectivité avec laquelle vous êtes amené, votre client, avec laquelle vous êtes amené à travailler. Vous savez que la SNCF, par exemple, ou la Fédération française du bâtiment avec laquelle je travaille, tous les jours, ils ont besoin de collaborer avec les élus locaux. La SNCF, sur les problèmes de la gare de Dijon, par exemple, c'est une collaboration entre la SNCF, le conseil régional, etc. Ce monde, il doit mieux se connaître. C'est ça mon objectif. Et c'est à un élu comme vous de tenir cette mission. Vous savez, quand un partenaire privé qui est, par exemple la SNCF, est constitué d'un monde d'ingénieurs, de techniciens, ces personnes ne sont pas formées au monde public. Ils ne connaissent pas le monde des collectivités territoriales. Et c'est complexe. Entre les élus, les fonctionnaires, comment se prendre la décision, c'est pas évident. Donc c'est quelqu'un de l'intérieur qui peut leur expliquer comment ça fonctionne. C'est ça ce qu'ils recherchent.
On va passer aux questions des lecteurs. Votre cheval de bataille durant cette campagne, c'est la lutte contre la fraude sociale. Le même argument que le Front National utilise pour attirer des électeurs. Ne pensez-vous pas que la ficelle est un peu grosse? Écoutez, premièrement, il faut rappeler que l'action sociale est au cœur, c'est le cœur du métier du Conseil général. C'est environ 50% de notre budget, c'est pas neutre. Petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, à travers toute une série d'allocations, et en particulier le RSA. Cette lutte contre la fraude, c'est pas nouveau. Nous l'avons engagée déjà depuis plusieurs années. Simplement, nous pensons qu'il faut aller encore plus loin parce que la fraude se développe, qu'il y a des systèmes organisés de fraude. Il y a toute une série de personnes qui ont besoin de l'aide sociale. Le problème, c'est que certains d'entre eux, une minorité, profitent du système. C'est ceux-là qu'on veut pister et dénoncer et démasquer et faire payer éventuellement parce que nous voulons zéro tolérance pour les fraudeurs. L'objectif, c'est que l'aide sociale, la solidarité, aille vraiment à ceux qui en ont besoin. On va parler du Muséoparc d'Alésia. Quelles retombées économiques ont été remarquées autour du Muséoparc? Déjà, je pense que si vous voulez, cet investissement, il est nécessaire pour toute la Côte d'Or, pour la Haute-Côte d'Or, qui a bénéficié de toute une série d'investissements. Et si vous observez le développement économique dans cette zone, vous allez voir que beaucoup d'hôtels, de restaurants se sont rénovés, où il y a eu des investissements qui ont été faits ces derniers mois grâce au Muséoparc. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que le Muséoparc d'Alésia, il est important pour Dijon. Il est important pour Dijon parce que le tourisme, on le sait, c'est une activité économique majeure. Ce que nous disent aujourd'hui les hôteliers et les restaurateurs dijonnais, c'est que les touristes ne restent pas suffisamment de temps à Dijon. Moi, je suis convaincu qu'il est essentiel de développer la synergie entre les pôles touristiques majeurs de notre département, les pôles dijonnais, évidemment le musée des Beaux-Arts par exemple, mais aussi les hospices de Beaune et le Muséoparc. L'objectif, c'est de concevoir des produits, des offres qui permettent à des visiteurs étrangers ou des visiteurs français hors du département de rester plus longtemps dans notre département. Je suis convaincu que l'activité économique, qui est vraiment notre priorité, elle passe par le tourisme. Et le Muséoparc fait partie des atouts dont nous avons besoin pour l'avenir. Le tourisme, ça enchaîne sur la troisième question avec la Cité de la gastronomie. Vous en pensez quoi de ce projet, en sachant que pendant votre campagne, vous avez fait circuler une pétition? Oui, alors déjà, premièrement, j'ai toujours été favorable au principe de la Cité de la gastronomie. Moi, je considère qu'il y a beaucoup... Le développement économique est en panne dans notre agglomération. On le voit bien par les résultats qui ont été ces dernières années. La création d'emplois très minimes. Bon. Donc, on a un vrai problème de développement économique. S'appuyer sur la gastronomie est une bonne idée. Encore, il aurait été mieux que nous ayons ce label unique. Le problème, c'est qu'il a fallu déjà diviser le gâteau en 4. À partir de là, on voit bien la municipalité patine. Elle n'arrive pas à donner du contenu à ce projet. Donc, la solution qu'elle a trouvée, c'est de créer un multiplex qui, à mon sens, n'a pas de rapport direct avec le contenu même de la gastronomie. Le problème, c'est que créer ce multiplex à Dijon impacterait directement le centre-ville puisque la conséquence, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la propriétaire des cinémas, la conséquence, le risque, c'est la fermeture des cinémas d'Arcy et Olympia, ce qui serait absolument catastrophique pour le centre-ville. On le sait, il ne va pas bien. Si ces deux cinémas ferment, c'est, à mon sens, la mort annoncée du centre-ville. C'est la raison pour laquelle je me bats de toutes mes forces pour faire revenir la municipalité sur cette décision absolument aberrante, et j'ai bon espoir qu'on y arrive. Alors, une toute dernière question. Serez-vous le prochain président du conseil départemental si la droite l'emporte? Écoutez, on n'en est pas là. Aujourd'hui, la majorité départementale a un bilan, elle a un projet, elle a de belles équipes qui se battent sur le terrain pour faire ses propositions. Elle a un leader, c'est François Sauvadet, qui est le président du conseil général. Moi, en tant qu'animateur et responsable de la majorité départementale, le 2 avril, je proposerai, si nous avons la majorité, que François Sauvadet soit le nouveau président. Et il le sera, j'espère, pour longtemps. On verra. Après, au moment des élections régionales, on en reparlera si vous le voulez, on en reparlera en janvier prochain. Mais ce n'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les élections départementales avec un leader qui est François Sauvadet. Merci beaucoup. Merci à vous.